C'est parfait, super. Bah, écoutez, merci beaucoup de me laisser l'occasion de refaire un petit tour là sur des actualités et des tendances qui se dégagent depuis 5 ans sur l'activité de greffe de cellules souches dans le cas des maladies neurologiques. Effectivement, comme le disait Mathieu, on voit bien hein, sur les données du registre de l'EBMT que la sclérose en plaques reste la première indication d'une autogreffe dans le cadre d'une maladie auto-immune, avec, par exemple, sur les 3 dernières années, à peu près 3 quarts des indications qui concernent des patients atteints de sclérose en plaques. Et donc, sur les plus de 3000 patients autogreffés sur le registre de la BMT, on a maintenant des données sur un peu plus de 1600 patients. Alors, c'est paradoxal parce que finalement, si on regarde l'activité pays par pays, eh bien, la France, elle n'est pas très bien située. Alors, je n'ai pas réactualisé ce chiffre, on doit être maintenant à peu près à une trentaine de patients, mais on est vraiment très très loin derrière d'autres pays comme l'Italie, le Royaume-Uni qui ont une grande culture de cette greffe et surtout si on se rapporte à certains pays et si on rapporte à la population, eh bien, on voit bien que la Suède, la Norvège ont une incidence beaucoup plus importante de greffe. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ce retard en France et comment est-ce qu'au cours de ces 5 dernières années, on va essayer de combler le retard? Eh bien, si on reprend ces 23 premiers patients, on voit que c'était des patients qui étaient greffés plutôt tardivement dans la maladie, avec un diagnostic fait à 27 ans, mais une greffe qui est faite à l'âge médian de 40 ans. C'était des patients qui étaient déjà lourdement handicapés avec un DSS à 6 au moment de la greffe et avec des profils vraiment divers de maladies, des maladies relapsing remitting, des maladies secondairement progressives ou progressives primitives. Et puis, ce qui a peut-être un petit peu freiné l'engouement de cette technique, eh bien, c'est le fait qu'on a identifié 2 patients en 99 et un peu plus récemment en 2019 qui sont décédés de façon précoce au cours de la procédure. Alors, pourtant, il faut quand même souligner que ces procédures sont de plus en plus sécurisées. Et quand on parle de l'ensemble de l'activité des greffes dans les maladies auto-immunes, on voit bien que cette TRM, cette mortalité liée à la procédure diminue. On était aux alentours de 7% au milieu des années 90 et on arrive maintenant sur les cohortes les plus récentes à moins de 2%, 1,2%. Et si on regarde pathologie par pathologie, eh bien, c'est la sclérose en plaques qui est finalement une des pathologies pour laquelle la procédure est vraiment la plus sûre. Quand on regarde ici en haut à droite, on ne voit même pas la courbe bleue de la sclérose en plaques et on voit bien que c'est plutôt historiquement, comme toujours dans le cadre des sclérodermies, qu'on a cette mortalité la plus importante pour toutes les raisons qu'on avait évoquées auparavant. Quand on est hématologue, donc l'indication pour une sclérose en plaques, c'est vraiment un très, très beau modèle. La mortalité est faible et puis c'est une pathologie qui répond très bien à cette procédure d'autogreffe. Les taux de survie sans progression sont les meilleurs par rapport à la maladie de Crohn, par exemple, et avec une survie globale qui est elle aussi excellente. Donc, par rapport à ces données brutes, est-ce qu'on peut dégager un profil d'un patient chez qui cette autogreffe sera vraiment le plus bénéfique? Et pour essayer de dégager ce profil, je cite toujours cette étude qui, pour moi, est vraiment une des plus importantes là, sur les dernières années, étude qui a permis de regarder le devenir de patients inclus dans 2 registres
différents, un registre américain qui est le CIBMTR et puis le registre de l'EBMT. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces registres sont différents dans le recrutement des patients et dans les modalités de la réalisation de la greffe, ce qui va vraiment permettre de dégager des différences et des tendances. Et donc, quelques petits points là, sur ce tableau qui n'est pas toujours facile à lire, eh bien, c'est que dans le registre de l'EBMT, on avait des patients qui étaient peut-être un petit peu plus jeunes que dans le registre américain. Par contre, c'était dans les deux cas des patients qui étaient déjà bien avancés dans le handicap avec un score EDSS à 6,5. Et c'est probablement lié au fait que dans ces deux registres, la grande majorité des patients étaient greffés dans un contexte de forme secondairement progressive, alors que les formes relapsing remitting correspondaient à peu près 16% des patients. Et majoritairement des patients greffés après 2000. Et puis, un autre point intéressant, c'est dans les modalités de conditionnement, où on voyait pour 40% des patients du registre américain un conditionnement dit de haute intensité, avec dans le registre européen plutôt un conditionnement de type BIM, donc d'intensité intermédiaire, et puis de nouveau un tiers des patients dans le registre américain avec un conditionnement, on va dire, de faible intensité qui associe l'endoxan et l'ATG. Et donc les résultats, les voilà, ils sont, lorsqu'on regarde l'ensemble de cette cohorte de plus de 200 patients, bien, on voit une survie sans progression de la maladie qui est de 50% à 4 ans. Mais quand on regarde différemment, quand on regarde en fonction des différentes classes d'âge, eh bien, on voit très bien que ce sont les patients les plus jeunes, de moins de 37 ans, qui en bénéficient le plus. Dès que vous greffez après 38 ans, les résultats sont tout de même moins bons. Et surtout, ce qui ressort de cette survie sans progression, eh bien, c'est que ce sont les patients qui ont les formes les plus inflammatoires de la maladie, donc les formes relapsing remitting, qui ont la meilleure survie sans progression. Les formes progressives, qu'elles soient primitives ou secondaires, finalement évoluent pour leur propre compte et on a l'impression qu'on ne modifie pas l'histoire de cette forme particulière de la maladie. Et deuxième information qui, moi, m'intéresse beaucoup en tant qu'hématologue, c'est y a-t-il une différence entre les différents conditionnements? Eh bien, finalement, il semble qu'il n'y ait pas de différence pour ce qui concerne notamment la survie sans progression, que vous utilisiez un conditionnement intensif ou de faible intensité, les résultats sont les mêmes. Et par contre, ce qui va influencer la survie du patient, eh bien, c'est son handicap au moment de la procédure. Et on voit bien que les résultats sont beaucoup moins bons lorsqu'on a un EDSS à plus de 7. Donc, on voit bien qu'il y a des tendances qui ressortent de cette étude et que l'on note encore présentées de façon différente sur, ici, par exemple, le profil des patients greffés depuis plus de 25 ans. C'était principalement des formes secondairement progressives et on voit bien que maintenant, la majorité des patients, plus de 60% des patients sont greffés avec des formes relapsing remitting. Et puis, on voit là encore une nouvelle tendance se dégager depuis un peu moins de 10 ans avec l'arrivée de ce conditionnement par endoxan et sérum anti-lymphocytaire qui correspond maintenant à la majorité des conditionnements. Alors, il manquait peut-être une étude de phase 3 randomisée pour vraiment prouver l'intérêt de cette technique. Et là encore, je vous renvoie à cette étude de Burt publiée il y a tout juste 3 ans maintenant, où ça a été un travail colossal pour randomiser plus d'une centaine de patients. Il a fallu 11 ans pour arriver à ce résultat. Donc 4 centres, un centre américain, 2 centres européens et un centre sud-américain.
où effectivement, avec des critères de sélection très stricts des patients, avec des patients qui ont une forme relapsing remitting de sclérose en plaques, avec des patients qui vont présenter une rechute sous traitement de seconde ligne bien conduit, avec finalement un score EDSS, on va dire, pas trop élevé, entre 2 et 6, était randomisé soit pour recevoir une autogreffe avec un conditionnement qui était prédéterminé par SAL et endoxan, ou bien un autre traitement immunomodulateur laissé à l'appréciation du neurologue. Et donc, juste pour vous montrer vraiment le travail en amont de sélection des patients, sur plus de 926 patients qui étaient donc évalués pour rentrer dans ce protocole, et bien finalement, ce sont donc 110 seulement qui ont été randomisés, puisque la plupart ne rentraient pas dans les critères d'inclusion ou avaient une maladie qui était vraiment déjà trop avancée. Et donc là, les résultats sont sans appel pour moi, où on voit bien que vous avez une incidence donc de progression de la maladie qui est de à peine 10% à 4 ou 5 ans, versus plus de 50% lorsque vous êtes traité par un traitement immunomodulateur. Et pareil, on voit bien que ces patients qui ne sont pas autogreffés, eh bien, vont progresser dans l'année, dans les 6 mois, pour 50% d'entre eux, alors que cette progression est là encore de moins de 20% à 4 ou 5 ans. Et surtout, on voyait bien dans ces deux groupes le score EDSS qui s'améliore dans le groupe autogreffe, alors qu'il avait tendance à s'aggraver dans le groupe traitement immunomodulateur. Alors, ça a amené à repositionner et requalifier donc l'intérêt de cette procédure pour les patients atteints de sclérose en plaques, avec ici donc les recommandations de l'EBMT et de la Working Party, où on voit bien qu'il y a une forte recommandation de l'autogreffe pour des patients avec une maladie active, inflammatoire, et ayant déjà rechuté sous traitement de deuxième ligne bien conduit. Et donc là, tous les voyants sont au vert. On peut proposer cette autogreffe. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est greffer des patients en phase progressive, secondairement progressive de la maladie, sans aucune activité inflammatoire. Donc là, clairement, il n'y a pas de recommandation. Alors, c'est ce que nous avions repris il y a maintenant 3 ans, donc en discussion avec les équipes de neurologie, notamment Hélène Zéphir, qui avait donc fait cette proposition en collaboration avec le groupe MATEC et puis des collègues belges, où effectivement on fixait quelques critères pour proposer cette greffe: être âgé de moins de 60 ans, avoir un EDSS pas trop augmenté, donc inférieur ou égal à 6, et surtout avoir une forme rémitante avec la preuve d'une poussée inflammatoire clinique et radiologique, notamment avec la mise en évidence d'une prise de gadolinium sur l'IRM. Et il y a encore peut-être une place pour des formes progressives, mais là encore, il faut faire la preuve qu'il y a eu un événement inflammatoire, qu'il soit clinique ou iconographique. Et donc, c'était des données que je vous avais présentées avec Hélène Zéphir l'année dernière, revues un petit peu depuis 3 ou 4 ans, depuis qu'on a ce dialogue avec les différentes équipes de neurologie. Voilà un petit peu le paysage de nos discussions en RCP, où on voit bien que les dossiers de sclérose en plaques, c'est à peu près 20% des dossiers discutés et présentés à la RCP, avec un âge médian de 36 ans, avec des patients qui, encore dans la grande majorité des cas, ont une maladie qui évoluait depuis 10 ans, mais j'ai l'impression que cette tendance diminue et qu'on a quand même maintenant à discuter des patients un petit peu moins avancés dans leur maladie. Mais par contre, sur ces dossiers, on voit bien que ce sont encore, dans la grande majorité des cas, des patients qui sont handicapés avec un EDSS supérieur ou égal à 6. Et là encore, dans les discussions, des patients, dans 45% des cas, qui ont une forme relapsing remitting, et dans presque 60% des cas, une forme
progressive, qu'elle soit primitive ou secondaire. Et donc, sur ces dossiers discutés jusqu'en 2020, sur ces 3 années, on voit bien que l'indication avait été retenue pour 16 patients et l'indication n'avait pas été retenue pour 18 patients, notamment du fait de l'absence de phénomènes inflammatoires, d'un handicap trop élevé, ou bien alors de patients chez qui on attendait une évaluation sous immunothérapie. Et puis, il y a un peu cet angle mort de notre activité qui sont des patients avec 2 cas de figure pour lesquels nous, en France, on ne retient pas l'indication de l'autogreffe, mais qui vont malgré tout, par exemple, se faire greffer dans des cliniques en Russie, ou alors des patients qui nous contactent après avoir réalisé leur greffe dans des pays étrangers sans que nous, on ait eu à discuter de leur dossier en amont. Ça reste une problématique vraiment importante pour essayer d'aider et de suivre ces patients. Donc, voilà un peu quelle a été notre conclusion à la suite de cette étude, c'est que finalement, même si on avait à ce moment-là identifié que 23 greffes, on voit bien que l'activité depuis ces 3 dernières années, elle augmente. On n'a jamais repéré de contre-indication hématologique à la procédure. Donc ça aussi, c'est plutôt satisfaisant. Et donc, il y a vraiment la volonté d'essayer de discuter de ces patients sur des formes peu évoluées, avec une durée d'évolution de la maladie la plus courte possible. Et donc, vraiment de voir que nos recommandations étaient adaptées à la pratique. Pour finir sur le spectre des maladies neurologiques, on a vu donc, la sclérose en plaques qui occupe donc la grande majorité de l'activité. Et puis, il y a des indications émergentes, les polyradiculonévrites. Et donc, Fanny Urbain avait récemment rapporté l'expérience française. Il y a des indications dans la myasthénie. Pascal Sintas, il y a 2 ans, nous avait présenté le cas d'une de ses patientes à Toulouse. Et puis, il y a encore de nouvelles indications avec des maladies que je ne connaissais pas avant de discuter avec mes collègues neurologues, que ce soit la neuromyélite optique ou le syndrome de Stiff. Et donc, voilà, juste deux petits teasers pour commencer à amener la discussion. C'est les indications dans les neuromyélites optiques. Donc ça, c'est un travail qu'avait fait le groupe européen sous l'impulsion de Raffaella Greco, qui avait rapporté donc 16 patients autogreffés dans le cadre d'une neuromyélite optique, avec des résultats qui sont vraiment très intéressants, avec un palier là, que l'on obtient de 50% de survie sans rechute, pour une maladie qui semble extrêmement sévère. J'ai vu que dans une cohorte historique, la mortalité était estimée à 30% à 5 ans en l'absence de traitement actif. Donc, je serai très attentif au topo du Dr Burton sur cette indication. Et puis, là encore, un petit teaser puis sur ce syndrome de Stiff Person que j'ai appris donc, là, encore à connaître et identifier, qui est donc caractérisé par la présence d'anticorps anti-GAD, avec là encore l'expérience sur 4 patients par le groupe de Sheffield et Basile Charac, et une discussion en France en RCP à l'automne dernier pour un patient de la Pitié-Salpêtrière, avec l'indication retenue d'une autogreffe. Donc, il y a vraiment un nouveau champ là qui s'ouvre à nous pour la prise en charge de ces patients. Donc, un grand merci à l'équipe Matec, un grand merci à Manuela Badoglio, et un merci et une pensée à Hélène Zéphir, qui est ma collègue neurologue sur l'île, avec qui j'apprends beaucoup sur ces patients-là. Merci à vous.